suis entrée au département de sexologie de l'UQAM en 1983 avec en main depuis à peine un an mon permis de pratique comme infirmière à l'Ordre des infirmières du Québec. Je suis donc rentrée au département de l'UQAM en 83. J'y ai vu toute une pépinière très vivante, très passionnée de sexologues, de professeurs, d'étudiants, de fondateurs du département de sexologie de l'Université de Québec à Montréal. Il régnait à l'époque vraiment une ambiance intellectuelle et très très passionnée. J'ai donc été influencée par ce mouvement-là, mais ce n'est qu'en 1987 où je suis vraiment tombée en amour avec la sexoanalyse. Évidemment, après avoir lu, je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin qui a été publié en 1986 par le docteur Crépeau, après avoir lu Protoféminité, développement du comportement sexuel. J'ai vraiment eu à ce moment-là une révélation, c'est-à-dire que je venais d'une formation où on nous disait que la sexualité c'était un besoin un peu comme la faim, un besoin comme la soif, un besoin tout à fait normal, tout à fait naturel, et que nous devions faire en sorte, les intervenants, de permettre aux gens de pouvoir répondre à ce besoin tout à fait naturel. Je ne me doutais pas du tout qu'il y avait un sens au comportement sexuel réel ou imaginé. Je me doutais pas du tout qu'il y avait une signification différente et variable entre les individus par rapport au sens de ce comportement sexuel ou au sens de ce comportement imaginé. Je ne me doutais pas que le sexuel était un amalgame dans le rapport à l'autre sexe, un amalgame de l'histoire de l'individu, un amalgame de son histoire amoureuse, un amalgame de son histoire familiale, un amalgame de son imaginaire, de son lien avec le réel. En fait, je ne me doutais pas de la complexité de la sexualité humaine. Je ne me doutais pas non plus que la dysfonction sexuelle cachait des bénéfices. De ce fait, de comprendre que la dysfonction sexuelle cache des bénéfices secondaires, ça m'a permis d'avoir, je vous dirais, une attitude encore plus empathique auprès de ma clientèle. De ce fait, nous arrivons à comprendre qu'il y a des résistances à changer, puisqu'il y a un bénéfice à ce trouble-là qui est présenté. Autant faut-il que les bénéfices doivent être inférieurs à la souffrance pour pouvoir les changer. Si les bénéfices sont supérieurs à la souffrance, il importe donc que le patient les conscientise. J'ai été confrontée aussi au fait que dans les comportements sexuels particuliers, ce qu'on peut appeler les déviances, se cache très souvent un trauma qui s'exprime par la déviance comme une sorte de triomphe. Là. Ça, c'est l'aspect stolérien. Donc, je réalisais la complexité, ce qui faisait que je m'en intéressais d'autant plus. J'ai été très tôt très active dans mon implication en sexoanalyse. Donc, en 1991, j'ai participé à mon premier séminaire à l'Institut canadien de sexoanalyse. Je me souviens qu'à l'époque, nous étions peu nombreux, une vingtaine d'individus, de sexologues, venant d'à peu près toutes les approches. Et j'avais présenté à l'époque une démonstration sur le travail du fantasme du roi. Donc, déjà très intéressée par l'imaginaire érotique, sa symbolique, et comment trouver les façons d'explorer l'imaginaire sans trop bousculer l'individu qui est en face de soi.
il y avait une multitude d'échanges après cet atelier, une multitude d'échanges avec des collègues qui sont toujours très actifs dans le domaine de la sexoanalyse. Et c'est en 1992 où, après ce séminaire, je me sentais suffisamment bien attelée pour partager mes connaissances des concepts sexoanalytiques avec mes collègues du domaine de la santé. Donc, j'ai donné, et là, il y a un coup de chance à l'intérieur de ça, j'ai donné toute une série de formations sur la dysfonction érectile et j'avais un plaisir fou à défaire ou sinon à peaufiner ce diagnostic que plusieurs médecins posaient sur l'étiologie du trouble de dysfonction érectile en présentant l'anxiété de performance comme étant la cause d'à peu près tous les problèmes de dysfonction érectile. Donc moi, j'arrivais avec un bagage de nouvelles anxiétés un petit peu plus sexuelles, genrales, très, très, très spécifiques à la sexualité humaine, qui décortiquait davantage l'anxiété de performance. Et c'est en 1997 que j'ai participé comme conférencière au premier séminaire de l'Institut international de sexoanalyse. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer le docteur Esther Hirsch, qui est devenue évidemment une collègue avec laquelle je partage et j'ai partagé de nombreuses réflexions sur les concepts de la sexoanalyse. Mon tout premier séminaire à l'Institut canadien de sexoanalyse en 1991, je me donne un défi comme conférencière, comme formatrice, de partager ma compréhension des concepts sexoanalytiques en fonction de mon expérience clinique. Je tente d'utiliser de façon très pertinente mes observations quotidiennes avec les nombreux clients que j'ai dans ma pratique pour parfaire, peaufiner et faire avancer la sexoanalyse. Depuis 30 ans que je pratique comme clinicienne et la sexoanalyse ne me quitte jamais. Et j'ai appris depuis 30 ans à ne jamais juger le problème sexuel avant de connaître la personne qui le porte, à s'y intéresser. J'ai appris à questionner l'individu qui est en face de moi, non pas comme un interrogatoire harcelant, mais à questionner l'individu de manière à le comprendre. Comme je dis souvent à mes supervisés, de manière à pouvoir voir le monde à travers ses lunettes, de m'installer à côté de la personne pour avoir la même perspective qu'elle, et non pas de la confronter dans un face-à-face. Et c'est important pour moi. J'ai appris aussi que le comportement affectif ne correspond pas toujours à ce qui se joue à l'intrapsychique chez l'individu. J'ai appris à me méfier des généralisations. Je ne peux pas faire autrement que de vous parler d'une petite anecdote. Lors de mon cours en sexoanalyse et lors de mon apprentissage à l'intérieur d'un stage, je me souviens très bien d'avoir discuté avec le professeur Crépeau des fantasmes et de la signification des fantasmes. Et le professeur Crépeau avait fait plusieurs études au niveau de la signification des fantasmes les plus populaires chez les individus. Et nous tentions à l'époque, et là je parle de ça de la fin des années 80, de trouver des significations, donc de faire un peu de généralisation sur certains fantasmes. Il s'agissait à ce moment-là de parler du fantasme de la levrette. Et ce qu'on disait en sexoanalyse, c'était que le fantasme de la levrette chez l'homme était un fantasme de dégradation de la femme, donc de vouloir soumettre la femme à son pouvoir viril.
Quelle ne fut pas ma surprise lorsque, en présence d'un patient, dans mon bureau, moi qui avais appris à questionner tout doucement l'individu de façon à ne pas interpréter de manière trop hâtive, je demandais à mon patient à l'époque, dites-moi, comment vous sentez-vous dans un regard face à face avec la partenaire que vous avez? Comment vous sentez-vous comme personne lors de la pénétration? Si on compare à ce que vous sentez lorsque vous pénétrez votre partenaire par derrière, ce que vous me dites qui, pour vous, est une des positions les plus excitantes, quelle différence y voyez-vous? Et le patient de me répondre, mon Dieu, Madame Lépine, vous me faites réaliser que derrière la partenaire, j'ai moins honte d'exprimer mon excitation. Je me sens moins coupable d'exprimer mon excitation. Ce qui devenait donc un élément supplémentaire de compréhension de la position de la levrette. J'ai donc appris, depuis, à me méfier des généralisations, de tout type de généralisation. Pour moi, chaque patient est une page blanche. Chaque patient me pousse à poser à nouveau des questions, parfois les mêmes. Rares sont les mêmes réponses. J'ai aussi appris que quand les patients arrivent avec leur souffrance sexuelle, les changements rapides sont souhaités de leur part. Évidemment, lorsque cette souffrance vient d'une situation d'urgence ou d'un traumatisme, je ne crois pas qu'il est pertinent de pratiquer la sexoanalyse ici. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que bien que les changements rapides soient souhaités de la part de nos patients, je pense qu'il n'y a pas de changement sans souffrance et que le patient doit être en contact avec sa souffrance intrinsèque pour être motivé à changer. Je dirais qu'avec l'expérience, j'ai envie de mettre en image ce qui m'apparaît de plus en plus important. Ce qui m'apparaît important, c'est le lien fusionnel. Le lien fusionnel qu'on pratique avec nos patients. Ce lieu fusionnel, sécurisant, permet à l'individu, dans un deuxième temps, d'éprouver une pulsion d'individuation, mais de s'individualiser de manière saine et non pas défensive. Il y a trop de patients, il y a trop de thérapeutes qui ont souffert d'une fusion insécurisante et de ses conséquences. Et les conséquences de cette fusion insécurisante, elles s'expriment dans le sexuel de chacun. Alors je vous dirais que dans ma manière de pratiquer, dans ma manière d'enseigner, j'ai envie d'offrir ce lien fusionnel sécurisant, en plus d'expliquer tous ces concepts complexes qui sont intégrés à l'intérieur de la théorie sexo-analytique pour permettre à mes intervenants, comme à mes patients, de devenir des individus matures à part entière. Merci à vous.